Bonjour, ici Mylène Gagnon, directrice chez Table Forêt Laurentide. Bienvenue à ce nouvel épisode de Entre l'arbre et l'écorce. Les utilisateurs de la route 158, vous avez déjà probablement aperçu un panneau indiquant Boisé de la Bourbonnière, une plantation historique. Mais vous êtes-vous déjà posé la question d'où provenait cette plantation et qu'est-ce qu'on y retrouvait véritablement? Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Annabelle Marceau de la MRC d'Argenteuil qui nous relate un peu l'histoire de ce boisé. Et n'oubliez pas, fidèle à nos habitudes, mon équipe vous a préparé une présentation de l'arbre de la semaine. Bonne émission! Le boisé de la Bourbonnière, c'est un boisé qui est spécial vu que c'est un boisé qui est centenaire. Donc, c'est un boisé qui a plus de 100 ans. Et ce qui est vraiment spécial, c'est le fait que c'est une forêt qui est scandinave. Donc, c'est une sorte de peuplement qu'on ne retrouve pas vraiment dans la région ici. C'est une forêt de conifères. Donc, des conifères là, qui ne viennent pas des conifères qui viennent nécessairement de la région. Donc, du pin sylvestre, là, on ne retrouve pas ça ici dans nos forêts, là, dans la MRC d'Argenteuil. Ce qu'on retrouve dans la MRC d'Argenteuil, c'est vraiment plus des forêts feuillues. Donc, beaucoup d'érablières. Quand on se promène en forêt, là, dans les Basses-Laurentides, un arbre sur deux, là, quasiment, c'est un érable. Donc, on va retrouver des forêts mixtes un peu aussi, mais principalement, nos seules forêts de conifères se retrouvent à être des cédrières. Donc, on va voir un peu de plantation là, de pin rouge un peu, mais c'est principalement là, des cédrières. Donc, des forêts comme ça dans la MRC, c'est vraiment unique. Là. Donc, dans la forêt ici, on retrouve des pins sylvestres. On retrouve, donc on en a ici deux là, à côté de nous, et des épinettes de Norvège. On retrouve aussi à petit pourcentage du pin blanc et du pin rouge, mais principalement la forêt est vraiment composée là, de plus de 97 là, de pin sylvestre. Donc, c'est une ancienne plantation qu'il y a eu dans les années 1920 et cette plantation-là a été faite à cause qu'ici, avant, c'était une grosse sablière. Et cette sablière-là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle envahissait les terres environnantes. Donc, ça créait de l'érosion dans les terrains et surtout pour la 158. Donc, il y avait énormément de sable qui se retrouvait dans la rue. Donc, pour contrer cette érosion-là et la sablière, ils ont décidé de faire un reboisement total là, du terrain ici. Puis là, on est dans la municipalité de La Chute. Oui, dans le fond, on est à 68 du territoire est dans la municipalité de La Chute et 32 est dans la municipalité de Mirabel. Par contre, le terrain appartient, c'est un terrain gouvernemental, il appartient au gouvernement. Donc, c'est libre d'accès pour le monde qui veut venir là, marcher et se promener dans le bois. Par contre, on est en démarche présentement administrative pour que le boisé, en fait, soit cédé à chacune de ces municipalités-là. Donc, la partie à La Chute, Mirabel à Mirabel. Donc, on espère là, que ça va se concrétiser, mais on a bon espoir là, que dans un avenir rapproché, là, ça l'appartienne aux municipalités. Là. Dans le fond, comment la forêt a évolué, c'est qu'il y a les différentes essences. Donc, ici, les pins sylvestres, eux, ils ont vraiment bien poussé. Donc, ils sont allés dans une croissance quand même assez rapide, comparativement à, par exemple, ici, l'épinette de Norvège, que lui s'est retrouvé à être opprimé. Le pin sylvestre a pris le dessus sur les épinettes, ayant une croissance plus rapide. Et vu que l'épinette a vraiment une résistance à l'ombre vraiment plus moyenne, il s'est retrouvé à être opprimé, donc ne pas avoir accès au soleil et se retrouver à avoir une croissance vraiment plus lente. Donc, on peut voir ici le pin sylvestre qui est quand même d'un bon diamètre, comparativement à l'épinette de Norvège, mais se retrouve à avoir la même âge. Donc, ces deux arbres-là ont exactement la même âge, ils ont été plantés en même temps, sauf qu'on peut voir là, la grosse différence de diamètre par rapport à ces deux arbres-là. Est-ce qu'on est en mesure d'émettre des hypothèses sur comment la forêt va continuer d'évoluer? Bien, c'est sûr que tous les arbres ici ont la même âge. Donc, c'est sûr que côté forestier,
va y avoir des travaux d'aménagement à prévoir, donc que ce soit la municipalité de La Chute, la municipalité de Mirabel, ça va être un questionnement qu'il va falloir se positionner, dû au fait que si rien n'est fait dans la forêt, vu qu'ils ont la même âge, ils vont probablement tous mourir en même temps. Et on n'en veut pas d'en arriver là, donc on ne veut pas que ça crée de chablis et qu'on aille, dans le fond, à recommencer à zéro. Donc, avec le verglas qu'il y a eu en 98, ça a tué un gros pourcentage là, des pins sylvestres. À peu près 32 des pins sylvestres dans la forêt ont, dans le fond, soit qu'ils sont morts ou soit qu'ils sont en dépérissement sévère. Donc, par rapport à ce verglas-là, il n'y a aucun travaux qui a été fait. Là, donc, c'est sûr qu'il va y avoir des choses. On va essayer de planifier au possible des petites interventions forestières pour essayer de sauver la forêt et de garder un avenir de celle-ci. Tout ça en respectant, bien sûr, là, toutes les activités qui peuvent se passer dans le boisé. Là. Le saviez-vous? Le bois a des propriétés thérapeutiques. Le bois a cette vertu de créer un sentiment de bien-être psychologique. Sa présence donne chaleur et splendeur à une pièce. On passe d'abord à l'ambiance créée par un feu de foyer qui réchauffe la pièce. Son omniprésence dans les lieux de détente, spa et autres centres de santé n'est pas un hasard. En fait, le bois fait du bien. Il appelle au calme et à la plénitude. Il est apaisant et il contribue à diminuer le stress, la pression et le rythme cardiaque. Même que sa présence dans le milieu scolaire favoriserait la concentration et l'apprentissage. Actuellement, c'est en accès libre, donc tout le monde peut venir, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on retrouve comme usage actuellement? Donc, bien sûr, il y a la randonnée, donc la marche. Il va y avoir aussi l'observation d'oiseaux, donc il y a des sites là, pour que l'observation d'oiseaux se fasse à beaucoup de spécimens. Il y a aussi l'observation de champignons. Pourquoi je dis observation-cueillette, c'est que c'est pas encore ouvert la porte nécessairement à la cueillette de champignons présentement. Sinon, bien sûr, il y a un sentier de VTT qui passe là, plus loin dans le boisé. Il va y avoir aussi en hiver la raquette, du ski de fond. Donc, c'est vraiment un lieu vraiment multi-usage. Certains viennent promener leurs chiens, etc. Sûr que présentement, ça appartient au gouvernement, c'est en accès libre. Il n'y a pas vraiment de restrictions où il faudrait voir directement là, avec le gouvernement là, les restrictions là-dessus. Mais c'est sûr que quand la municipalité, ça vient à se concrétiser, il va y avoir des grandes lignes citées d'activités possibles là, sur le boisé. On a vu aussi en se promenant un peu, il y a des résidus domestiques, disons ça de façon polie. Oui, il y a des déchets qui traînent dans le bois, dans le fond. Malheureusement, ça existe encore de nos jours qu'il y a des personnes qui viennent domper, en bon français, là, leurs déchets directement dans le bois, que ce soit des pneus, des résidus d'auto, métal, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est pas agréable. Donc le moins possible d'éviter de faire ça. Là. Il existe des éco-centres pour ça, là, et non un beau boisé scandinave pour venir mettre des déchets. Là. Est-ce que selon toi, avec les travaux qui vont être à venir selon l'évolution de la forêt, est-ce qu'on va toujours pouvoir classer cette forêt-là de forêt scandinave ou elle n'est pas dans son élément? Là? Non, c'est sûr qu'elle n'est pas dans son élément, mais ça va dépendre de la régénération qu'on va trouver là, sous le sol. Donc, on a pu voir là, à l'entrée qu'il y avait certains feuillus là, qui reprenaient un peu le dessus. Donc, ou ici même, là, un pin blanc qui commence à pousser. Donc, c'est sûr que tout dépendant des travaux qu'on veut y apporter ou si on planifie de faire un reboisement face à ces travaux-là où on laisse la régénération naturelle reprendre le dessus, ça pourrait changer un peu le look de cette forêt-là, mais elle va rester quand même assez unique là, dans son style scandinave. Pourquoi, justement, ne pas juste la laisser aller? Ça fait 100 ans qu'il n'y a pas d'intervention ou presque. Fait
Parce que si on la laisse aller au niveau de vie que les arbres sont rendus, ils vont finir par dépérir et mourir tout en même temps. Et dans ce cas-là, la forêt au complet, elle va mourir. Et on ne veut pas se retrouver avec une forêt morte au complet qui tombe à zéro. On veut avoir une évolution puis une relève de ça. Puis les aménagements de la forêt permettent de faire cette relève-là là, et de gérer la forêt de façon à ce qu'on puisse continuer d'avoir ce look scandinave-là. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que c'est des essences scandinaves qui ont été utilisées pour la plantation? Dans le fond, dans les années 90, il y a eu un incendie dans les bureaux du ministère et malheureusement, tous les documents techniques du boisé de la Bourbonnière se retrouvaient dans cet incendie-là. Donc, côté technique, on ne sait pas vraiment pourquoi c'est des essences scandinaves qui ont été plantées, donc des conifères, mais on a pu ressortir 2 lignes des restants, des documents qui restaient et qui disaient qu'il avait fait des tests sur des essences feuillues d'implantation et que ça n'avait pas été concluant. Donc, de cette façon-là, je crois qu'en étant non concluant leurs tests d'essences feuillues, ils ont décidé de planter les conifères. Pourquoi ils ont choisi le pin sylvestre? Pourquoi ils ont choisi le pin blanc, l'épinette? Ça, on ne le sait pas vraiment, vu qu'on a perdu, dans le fond, les documents reliés à ça. Mais c'est certainement pas pour faire de l'argent forestièrement, là, parce que le pin sylvestre, c'est une essence qui n'a aucune valeur en foresterie. C'est pas planté pour qu'on fasse une coupe pour récolter le bois, pour faire de l'argent. C'est vraiment là, planté à long terme là, pour en faire une forêt là, qui reste, là, avec bien sûr certains aménagements pour bien sûr que la relève reprenne. En bordure de route, c'est pas tout à fait, il n'y a pas les mêmes essences que dans le boisé ici? Non, c'est ça, à la courbe de la 158. Il y a plusieurs années, il y avait beaucoup d'accidents qui arrivaient chaque année dans cette courbe-là. Donc, il y a une étude qui a été faite pour analyser le pourquoi de la situation et la conclusion, c'était que les pins sylvestres sur le bord de la route, qui faisaient d'une hauteur là, de près de 20 mètres, faisaient de l'ombre sur le chemin. Ça créait dans le fond des plaques de glace. Et ces plaques de glace-là, quand on dit courbe et plaques de glace, juste là c'est dangereux. Donc, il y avait beaucoup d'accidents qui se passaient là. Donc, pour contrer cette situation-là puis éviter d'autres accidents, il y a des travaux qui ont été faits sur à peu près 2 hectares. Il y a une bande de protection qui a été coupée complètement à blanc. Donc, pourquoi qu'on a fait ça? C'est pour que le soleil puisse être là plus d'heures par jour pour faire fondre ces plaques de glace-là. Et pour contrer le fait qu'il y a des abattages et qu'on a eu une perte d'arbres et perte de couverts forestiers, il y a une plantation de mélèze qui a eu lieu. Et cette plantation-là de mélèze, pourquoi on a choisi le mélèze? C'est que c'est un conifère et ça s'agençait bien avec le fait que la forêt est scandinave, donc ça ne coupait pas à partir de la rue totalement le look de la forêt elle-même. Et bien sûr, le mélèze perd ses aiguilles en hiver. Donc, malgré le fait que c'est un conifère, lui, il perd ses aiguilles en hiver. Donc, le soleil peut passer au travers les arbres de cette façon-là et venir faire fondre les plaques de glace. La question du jour. Est-ce que je peux planter ma tente n'importe où et aller faire du camping sur des terres publiques? Au final, ça appartient à tout le monde. Oui et non. Les terres publiques sont bien accessibles, mais il y a des restrictions. Terre publique ne veut pas nécessairement dire accès libre. En fait, les territoires publics ont souvent plusieurs fonctions. Elle peut être louée par des particuliers, ça peut être une zone protégée, un parc régional ou national, des pourvoiries, des campings, des sites de villégiature et même des ZEC, des zones d'exploitation contrôlée. Donc, il faut faire attention avant d'aller planter sa tente. En plus, chaque municipalité a ses propres restrictions et règles face à l'utilisation des terres publiques. Donc, il est important de connaître les bonnes réglementations avant d'y aller. Si vous voulez aller camper sécuritairement dans un endroit légal, je vous conseille d'aller voir les ZEC. Vous pouvez aller camper à faible coût et vous êtes sûr d'être au bon endroit. Mais si vous voulez quelque chose de 100% gratuit, vous pouvez aller regarder sur les cartes de gestion du territoire public du Québec.
Éventuellement, ça va peut-être devenir propriété de La Chute et Mirabel. Est-ce qu'il y a déjà une réflexion qui a été faite sur ce qu'on va faire de ce boisé-là? Oui, en fait. Donc, si le projet va s'amener à se concrétiser, probablement que les municipalités vont se fier au plan d'intervention qui a été fait en 2008. C'est sûr que le plan date de plusieurs années, donc peut-être qu'ils vont en refaire un autre et ils vont suivre les interventions de ce plan-là même. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont probablement faire des cartes de sentier, faire des panneaux d'interprétation, mettre des aires de pique-nique, faire un stationnement. Ils vont aussi probablement là, faire les aménagements de la forêt, là, les travaux forestiers. Donc, c'est sûr que si ça amène à se concrétiser, là, ils vont suivre les conseils de ce plan d'intervention-là. C'est une plantation, c'était une sablière. Est-ce que ça veut dire que c'était dénudé d'arbres au départ? C'était pas complètement dénudé. Il y avait certains arbres qui réussissaient à pousser malgré ça à travers la sablière, d'où on a un attrait ici là, dans le boisé de la Bourbonnière qui s'appelle « Hommage aux doyens ». Et c'est un pin blanc qui est bien sûr qui est présentement mort. Bien, c'est probablement un pin blanc. On estime que c'est un pin blanc qui est mort en fait. Et ce pin blanc-là a vu l'évolution de la forêt, de la plantation au complet. Donc, avant même son retour dans les années 1920, cet arbre-là était présent et est à peu près, on va le voir plus tard, est à peu près d'une grosseur de ce diamètre-là, ou un peu plus gros. Et donc, si on prend en considération que le boisé ici a plus de 100 ans et que lui a poussé là avant même que la plantation soit là, ça fait vraiment, vraiment longtemps que cet arbre-là est là. Donc, c'est un bel attrait. Des gens viennent se recueillir auprès de cet arbre-là même, là. Donc, on sait que la forêt, ici, la Bourbonnière, c'est une plantation, mais on a des indices qui nous disent qu'il y avait quand même des arbres, qui n'étaient pas tous dénudés avant. Exactement. Donc, malgré la mer de sable, la sablière qu'il y avait avant, il y a quelques arbres qui poussaient là, en plein soleil dans cette mer de sable-là. Parmi ceux-là, il y a un arbre ici qui est resté qu'on appelle le doyen. Donc, ici en arrière. Donc, probablement, on pense que c'était un fort probable, là, un pin blanc. Donc, cet arbre-là était ici bien avant là, la plantation. Donc, lui, il a pu voir l'évolution, en fait, de la plantation au complet là, pendant ces 100 années. Là. Donc, lui, il est là depuis probablement plus de 120 ans que cet arbre-là est là. Il est présentement mort, mais il tient quand même debout depuis toutes ces années-là. Il est mort, est-ce qu'on sait à quand remonte le décès? Oui, on pense qu'il est mort environ dans les années 90-2000. Donc, ça fait peut-être 20-30 ans qu'il serait mort cet arbre-là. Donc, il est toujours debout, toujours en train d'observer autour de lui l'évolution de la forêt. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans le plan avec cet arbre-là? Il aimerait faire c'est sûr qu'il y a un panneau d'interprétation pour cet arbre-là, peut-être en faire un lieu là, où que le monde peut venir se recueillir là, avec un petit aménagement autour, là, des bûches qu'on puisse s'asseoir, etc., là, pour se recueillir autour de cette bel arbre-là là, qui date là, depuis très longtemps. Le doyen de la forêt. Oui, mycologie. Donc ça, c'est tout ce qui regroupe le domaine des champignons. Donc c'est un boisé qui regroupe vraiment beaucoup d'espèces de champignons. Donc pour les mycologues, c'est vraiment un lieu précieux d'observation et de cueillette. Il y a plus de 190 espèces qui ont été observées par le Centre de mycologie, le cercle de mycologie de Montréal. Et c'est des champignons, là, il y a vraiment beaucoup de sortes d'espèces vraiment intéressantes à observer ici dans le boisé même. Ils ne sont pas toutes comestibles, évidemment. Non, bien sûr, ils ne sont pas toutes comestibles. Il faut vraiment se connaître dans les champignons. Cueillez pas tous les champignons au sol, là, tout ce que vous trouvez. Il faut vraiment
accompagnez-vous de spécialistes là, pour ce domaine-là. Parfait. Puis disons, quelqu'un veut venir faire une rando, comment on accède au boisé? Parce qu'on le voit de la 158, mais... Exactement. Donc, c'est accessible par le boulevard des Sources. Donc, c'est une petite rue qu'on retrouve du côté de Mirabel, juste avant l'entrée même à la chute. Donc, c'est une rue, là, on se stationne présentement, on se stationne le long de la rue que c'est accessible. Donc, éventuellement, si le projet se concrétise, là, le stationnement se ferait à partir de l'entrée des Sources. Dans le fond, il y a le plan d'intervention qui est accessible au public, à n'importe qui le demande. La MRC l'envoie, c'est public. Et dans ce plan d'intervention-là, il y a des sentiers qui sont non officiels, mais qui sont répertoriés. Donc, on peut se fier là, en attendant là, à cette carte-là pour les sentiers là, sur le territoire. Cette semaine, pour l'arbre de la semaine, nous allons vous présenter le Thuya occidental ou communément appelé le cèdre. En fait, son vrai nom, c'est le Thuya occidental. On l'appelle tous, ou à peu près tous, à tort le cèdre. C'est ce qui fait nos haies là, le long de nos maisons. C'est fait à partir de cette essence-là. Le Thuya occidental, c'est une essence de bois qui va être très utile pour bâtir des quais. Toutes les choses qui sont sujets à la pourriture, fait que les quais, les cabines dans le bois, tout ce qui peut être sujet à être en contact avec l'eau sur du long terme. C'est un bois qui va être très résistant à la pourriture. Fait qu'ici, on a quand même un assez gros spécimen. Pour le reconnaître, le Thuya, c'est assez simple. C'est le seul conifère du Québec qui a, du sud du Québec en fait, qui a des écailles au lieu des aiguilles. Fait qu'on regarde là, la feuille du Thuya, c'est des écailles au lieu d'être des aiguilles, comme le sapin, l'épinette ou la pruche. Une autre façon de le reconnaître aussi, si on n'a pas accès à ses feuilles, c'est son écorce là, qui se défait, fibreuse, une écorce très fibreuse avec des petits losanges dedans, des croisements, des arêtes. Puis il va souvent pousser là, dans des endroits un petit peu plus humides. Il peut aussi être sur les capes de roche, mais il va avoir une source d'eau pas loin. Fait que c'est un arbre là, qui va tolérer bien l'humidité. En espérant qu'à travers ce reportage, vous avez été en mesure de mieux comprendre la richesse du boisé La Bourbonnière. Accessible au public en tout temps, la MRC d'Argenteuil tient à ce que cet accès demeure public, même dans les travaux d'aménagement qui viendront. Pour suivre justement les travaux et l'état d'avancement de ce qui se passe au boisé La Bourbonnière, vous pourrez aller visiter le site web de la MRC d'Argenteuil. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour un autre épisode de Entre l'arbre et l'écorce.